Bonjour, donc on vient juste de recevoir les défaillances d'entreprise, donc les statistiques qui viennent de la Banque de France. Nous allons les découvrir ensemble et en plus nous allons voir à quel point la situation est gravissime, à quel point la situation est encore beaucoup plus grave, mais beaucoup plus grave que ce que peut montrer ces chiffres et ces statistiques. Bonjour, on va faire le point. La situation économique est vraiment très difficile. Que vous soyez chercheur d'emploi, que vous soyez étudiant, que vous soyez chef d'entreprise ou chômeur, vous voulez absolument rebondir. Sachez que les moyens de rebondir existent. Personnellement, quand il n'y avait plus de solution, la solution a été pour moi de créer mon propre business. Quand on va en expatriation à l'étranger, c'est toujours difficile de trouver facilement un emploi de salarié. Par contre, c'est relativement facile de créer son propre business. J'en ai tiré un certain nombre d'expériences et je veux vous présenter quelques produits qui peuvent vous aider à passer le pas et qui peuvent vous motiver. Mais sachez, entre parenthèses, je vous incite vraiment à créer une chaîne YouTube, ça peut vraiment vous sauver la vie. Et vous pouvez vous créer un complément de revenus grâce à un détecteur de métaux en réparant des smartphones et vous pouvez sauter le pas en devenant micro-entrepreneur. Vous pouvez vous fournir un ordinateur pour vous motiver encore plus et être encore plus performant. Et puis pour vous aider à signer vos contrats, je vous recommande un livre, un très grand classique. Vous trouverez tous ces articles avec un lien d'affiliation Amazon dans la zone d'achat survie économie en description. Alors, les défaillances d'entreprise. Donc les défaillances d'entreprise en mai 2025. Donc malheureusement, la Banque de France a décidé, il y a de ça quelques mois, de décaler la publication des défaillances d'entreprise. Moi, je ne sais pas pourquoi, j'ai essayé de me renseigner, personne ne sait trop vraiment pour quelle raison. Bon, néanmoins, il faut s'en contenter. Alors, on va d'abord voir les chiffres. Ce qui est indiqué, c'est que les défaillances cumulées sur 12 mois se stabilisent. On va voir que dans la suite de la vidéo, c'est très important de bien comprendre cet aspect-là. On va voir que le problème, c'est que les entreprises, en fait, continuent malgré tout de fermer. Et on va voir, hein, parce qu'il n'y a pas que les chiffres de la Banque de France, précisément. Quand on regarde les différents secteurs, donc on a à avril ici 2025, on a mai 2025, donc ça ce sont les tout derniers chiffres. On voit qu'au niveau industriel, eh bien ça continue. Le problème dans les transports et l'entreposage, ça continue de croître. L'hébergement et la restauration, ça continue de croître aussi. Bon, je passe rapidement sur les chiffres, hein, voilà. Et puis ici, et les autres, bon, c'est vrai que les autres sont assez stabilisés, mais visiblement, il y a un problème encore dans ces secteurs-là. Voilà, bon, ça c'est... Ensuite, on voit selon les tailles d'entreprise, on voit où on en est ici, hein, sur ce schéma-là. On voit l'étendue du désastre. C'est un désastre qui est un désastre historique, hein. C'est un désastre historique. Je ne sais pas comment ça se fait. Je vais relancer, voilà. Donc, ici, on arrive, hein, tout à fait là-haut à 66 945, pratiquement 67 000 défaillances sur 12 mois. On voit qu'on est à des niveaux qui n'ont jamais été atteints, hein, depuis la dernière grosse crise, d'ailleurs, des 1990. Donc, ça fait 35 ans quand même. Il y a fort à parier qu'il n'y a jamais eu un tel niveau de défaillance depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc depuis 80 ans, on est vraiment dans une situation qui est abominable. Je veux dire, on n'est pas seulement dans une situation qui est abominable en termes absolus, mais aussi en termes dynamiques. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, vous voyez là, ça a démarré en fait mi-2022. Donc mi-2022, mi-2023, mi-2024, mi-2025, ça fait 3 ans qu'on est sur une courbe ascendante comme ça, de défaillance d'entreprises, hein. Les entreprises n'arrêtent pas de couler, la trésorerie est en baisse partout. 3 ans, si vous voulez. Ça s'était jamais produit auparavant avec une telle dynamique, jamais. Vous voyez, les années 90 avaient été terribles. C'était là où il y avait eu la plus forte augmentation du taux de chômage, mais on n'en était pas à la même dynamique.
pareil à la fin de la crise des subprimes, la dynamique n'avait pas été aussi dramatique qu'elle l'est aujourd'hui en 2025. Donc si vous voulez, le problème, on est sur une économie qui souffre terriblement. Euh, bon, depuis début 2024, hein, puisque c'est le nom de la chaîne, on avait commencé à voir ça, mais là on est vraiment dans une économie qui souffre terriblement. Depuis le début de l'année 2025, les trésoreries sont clairement atteintes. Il y a carrément vraiment des très très gros problèmes. Et on va voir en fait dans la suite de cette vidéo, parce que vous n'avez pas que ces chiffres-là, vous avez l'impression quand on vous donne ces chiffres que la situation est en train de se stabiliser. Et pour le coup, qu'on est ici sur la pente descendante, avec bientôt on va se rapprocher du zéro. Mais c'est pas pour ça que en fait le nombre d'entreprises qui ferment suit cette pente. On va voir qu'il y a un autre chiffre. Il y a un autre chiffre qui est très très important à prendre en compte quand on parle des faillites d'entreprise. Parce que, en fait, une entreprise qui ferme la porte, c'est pas nécessairement parce qu'elle a été en faillite, c'est pas nécessairement parce qu'elle est en défaillance. Et on va voir ça pourquoi par la suite. Donc vous voyez ici, on a ici une baisse, hein, et on est en train de se rapprocher donc du zéro. Hein. Donc ça c'est quelque chose d'important. Le zéro ici, ça veut dire que par rapport à la moyenne, eh bien on a finalement un équilibre entre la création, enfin entre la non-faillite, on va dire, et la faillite des entreprises. Alors il y a beaucoup de gens qui vont dire, hein, qui défilent sur les plateaux télé, ce sont des menteurs parce que généralement ce sont des gens qui sont éduqués, qui ont fait des études, donc on ne peut pas les qualifier autrement que de menteurs, et qui viennent dire que cette courbe-là, c'est un rattrapage de ce qu'il y avait avant. En fait, ces gens-là ont clairement un agenda politique qui est de défendre la droite macroniste, hein, qui va du RN au LR au macroniste, puisque tous ces gens-là se soutiennent à l'heure actuelle au Parlement. Et donc, si on regarde la surface des entreprises qui ont été épargnées auparavant, on peut voir que là, on est à peu près à 1,5. Si on regarde ce qu'on a ici, en fait, en termes de surface, hein, je veux dire, un enfant de 4 ans est capable de comprendre ça, on s'aperçoit que là, on a facilement 1,5. Hein. Et puis, si on rajoute ça, on a pratiquement plus de 2,5, quelque chose comme ça. Donc c'est clair qu'on a un excès de faillite d'entreprise qui est absolument pas égal à ce qu'il y avait ici. Hein, on est vraiment là en excès absolu de faillite d'entreprise. Et on s'aperçoit d'ailleurs qu'à ce sujet-là, quand on regarde ce qui s'était passé lors des précédentes récessions, on est à des niveaux qui sont pas stratosphériques, mais qui sont carrément en dehors de la galaxie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, la terrible crise des subprimes où on pensait que c'était la fin de l'euro, du dollar, du capitalisme, que c'était la fin du monde, qu'on allait tous retourner à la bougie dans les grottes, aller chasser le bison, je ne sais pas où. En fait, c'était ça. C'était un petit plop comparé au désastre, mais alors au désastre de l'économie française qui a été mis en place par les gens qui sont actuellement encore au pouvoir, hein, et qui sont soutenus actuellement par la majorité qui se situe à l'Assemblée nationale. C'est une catastrophe sans mélange. Pour l'instant, on n'en voit pas encore les effets parce que il y a la dette publique qui est massive, qui est monstrueuse, qui cache cet aspect-là. Mais le jour où le FMI va demander des comptes et va demander à la France d'avoir une gestion saine, il n'y aura pas de pardon. Là, ça va être absolument terrible. Donc on peut voir qu'il y a une baisse, mais je veux dire, généralement, c'est vrai qu'au mois de mai, il y a souvent des baisses. Hein. Je ne crois pas que ça soit corrigé des variations saisonnières, donc c'est pas un chiffre nécessairement si intéressant que ça, mais ce qui est intéressant par contre, ça va être de voir le type d'entreprise. Donc si on regarde le total, hein, on voit que le total, il est là, voilà, le total. On voit qu'on est vraiment dans le top de ce qui s'est fait ces dernières années. Et
On voit donc les micros, je les compte pas, les TPE ici. Alors les TPE, là il y a un glitch en fait, la continuation de la courbe c'est ici jusque là. Hein, donc ça a été rétabli, mais on voit que pour les TPE, on n'a jamais connu un tel niveau. Et cette fois-ci c'est en volume de crédit. Hein. Avant c'était le nombre d'entreprises. Là on a vraiment l'impact réel sur l'économie du pays, hein, puisque là vous êtes en pourcentage des défaillances, vous voyez, c'est quoi des défaillances des entreprises non financières en termes d'encours de crédit. Donc là on a une valeur quantitative, si vous voulez, qualitative du type de faillite qu'il y a. Hein, et vous voyez, ça s'est jamais produit auparavant, jamais. Hein. Si vous regardez les petites entreprises, elles sont aussi à des niveaux extrêmes qui ont été connus que pendant la crise des subprimes. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens sur la chaîne hein, qui viennent intervenir dans les commentaires pour me dire que depuis le début 2025, c'est une très sombre catastrophe dans l'économie nationale. On a ensuite les moyennes entreprises. Donc les moyennes entreprises, on s'aperçoit que, si vous voulez, comme il y a une montée des faillites des petites entreprises, des petites structures en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez un effet boule de neige, vous avez nécessairement un effet domino, parce que ces petites entreprises consomment auprès des moyennes entreprises, qui elles-mêmes consomment auprès des grandes entreprises. Et c'est pour ça que pour l'instant, vous ne voyez pas les grands titres des journaux sur la crise, parce que vous n'avez pas encore des plans sociaux à 10 000 personnes ou à 100 000 personnes. Mais c'est clairement le risque. Et c'est ce que montre la courbe des moyennes entreprises. On voit la courbe des moyennes entreprises qui n'arrête pas de croître. Là encore, on est à des niveaux de la crise des subprimes. Hein. On vient de franchir ce qui s'était fait auparavant. Donc on est sur ces niveaux-là. Les moyennes entreprises sont en train de prendre la vague des faillites des petites entreprises, des TPE et des PE, des petites entreprises avant elles, parce que c'est en train de se diffuser dans l'économie nationale. Et donc c'est comme un raz-de-marée en fait, hein, comme une avalanche. C'est-à-dire que vous avez d'abord les TPE, puis les PE qui sont impactés, puis les moyennes entreprises, et puis après, tout le tissu va suivre, est en train de dégringoler en fait. Et c'est tout simplement ça. Et ça, c'est pas en nombre, c'est vraiment en volume dans l'économie. Si vous voulez, c'est exactement comme cette courbe-là, la courbe des ETI et des grandes entreprises. Donc ça veut dire des entreprises qui ont des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers, des millions de personnes embauchées. En fait, ces grandes entreprises, vous voyez nécessairement des déplacements qui sont quand même relativement faibles. Hein, parce que elles ne sont pas encore vraiment touchées par cette vague de faillite. Hein. En plus, les grandes entreprises il y en a un certain nombre qui sont à l'étranger, qui font de l'import-export, donc sont peut-être moins sensibles aux conditions locales qui se passent en France. Mais on voit, il n'en reste pas moins que petit à petit, lentement, ce secteur d'entreprise est lui aussi en train de prendre la tasse. C'est-à-dire que vous avez clairement les moyennes entreprises là qui finalement commencent à vraiment accuser le coup et ça commence vraiment à sentir très chaud pour elles. Et là maintenant, derrière, on sent bien que les ETI et les grandes entreprises sont aussi de prendre la voie, croissent régulièrement en termes de faillite, et c'est catastrophique. Il n'y a qu'à voir, par exemple, ce qui se passe dans le prêt-à-porter ou ce genre d'entreprise. Mais vous allez voir que c'est pas le pire, c'est vraiment pas le pire. Parce que là, en fait, on est sur des faillites. Donc les faillites, si vous voulez, c'est des choses quelque part accidentelles. C'est tout d'un coup le patron qui s'aperçoit que il n'y a plus rien dans la caisse. Il va voir sa banque. La banque lui dit: on est vraiment désolé, on ne peut rien faire pour votre secteur. On ne peut pas vous renflouer. À ce moment-là, c'est la déclaration de faillite et c'est terminé pour l'entreprise. Mais en fait, vous avez un autre système qui s'appelle la radiation des entreprises. Donc la radiation des entreprises, c'est très important parce que vous avez plus une faillite, hein, vous n'avez plus une défaillance, mais vous avez une entreprise qui ferme, on va dire en bonne et due forme. Elle s'est pas laissée surprendre, elle a vu qu'elle avait un problème de trésorerie
à moyen terme, elle risquait la faillite. Et donc, ce qu'elle fait, c'est qu'elle déclare une fin d'activité pour éviter de se prendre la faillite. Mais le résultat pour l'économie française est exactement le même. C'est-à-dire que vous avez une entreprise qui ferme les portes parce que les conditions sont devenues trop dures. Donc ça ne rentre pas dans ces courbes-là, hein, dans les courbes que vous pouvez voir ici. Par contre, les radiations, elles sont bien réelles et elles ont un impact très réel sur l'économie et elles ont un impact désastreux. Donc vous avez un magazine qui s'appelle TPE Mag, je vous recommande d'aller voir leur article, hein, L'explosion des radiations, l'économie française semble s'enfoncer encore plus depuis le début de l'année. Hein. Le premier trimestre de l'année 2025 entretient une dynamique morose pour les entreprises françaises. Sur les 3 premiers mois de l'année, le tissu entrepreneurial connaît une explosion des entreprises radiées. Hein. 118, plus 118%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte des chiffres ahurissants. Et échoue à enrayer la hausse des procédures collectives, compensée par une timide reprise de la création d'entreprises. Alors justement, je vais vous faire un commentaire pour vous montrer que, en fait, les chiffres de la création d'entreprises prouvent vraiment qu'il y a une situation qui est absolument désastreuse au niveau économique en France. Contrairement à ce que la plupart des gens répètent, les chiffres de la création d'entreprises en France tels que présentés par l'INSEE ne montrent pas des créations d'entreprises, mais montrent bien au contraire une explosion du chômage, une explosion de la précarité et la catastrophe dans laquelle le pays est en train actuellement de tomber. On n'est plus au bord du gouffre en France. Les gens sont carrément en train de tomber. Le fond du gouffre sera atteint quand malheureusement le FMI demandera à la France de prendre des mesures pour réduire sa dette publique, ou alors que le FMI débarquera à Paris parce que les créanciers de la France commenceront à être affolés. Je rappelle que les agences de notation, les 3 principales, les 3 importantes, le reste c'est vraiment gadgetique, les 3 principales ont refusé de délivrer une note à peu près correcte. Ils ne se sont pas dérangés pour la Belgique. La Belgique, ils n'ont pas hésité à la dégrader, à A-, la faire passer à A+. Et pourtant, la Belgique est en bien meilleur état. Ils ont fait des réformes, ils ont un gouvernement qui est stable maintenant, hein, et ils ont un plan pour réduire leurs dettes. Eux, ils ont été dégradés. La France ne l'a pas été. Les agences de notation ont trouvé plein de faux semblants pour éviter ça. La raison, c'est ça. La raison, c'est ça. Et je vais vous montrer que la création d'entreprises, contrairement à ce que tout le monde dit, c'est pas un chiffre positif, mais c'est un chiffre extrêmement noir, extrêmement négatif. C'est vraiment le signe que la France, au niveau économique, est juste en train de tomber dans le gouffre. Et elle est tombée maintenant. Il n'y a plus rien qui peut la rattraper qu'une visite du FMI. C'est des chiffres officiels, tout ça. Hein. Je veux dire, il n'y a rien de... L'irradiation qui ont été indiquées, c'est l'analyse, voilà, baromètre national des entreprises s'appuie sur l'analyse des données des 7 millions d'entreprises immatriculées au registre du commerce et des sociétés, certifiées par des greffiers, etc. Donc si vous voulez, là vous avez ces chiffres-là des greffes, des chambres de commerce, registre du commerce, c'est tout à fait officiel. Ici, moi, je vous montre des chiffres de la Banque de France. Et maintenant, on va voir les chiffres de l'INSEE, si vous voulez. Ce n'est pas des chiffres de sombres sites web complotistes financés par l'Union soviétique, par la Corée du Nord, par l'Iran et par la Chine, voire par éventuellement les Martiens. C'est juste des chiffres officiels du gouvernement, de choses qui sont complètement officielles. C'est ça. Hein. Donc, il n'y a rien de caché. Et il suffit juste de lire les courbes, c'est tout ce qu'il y a à faire. Et en plus, c'est pas difficile à lire, c'est facile à comprendre. Par exemple, ici, vous avez la courbe des créations d'entreprises en France. Comme c'est sublime, on voit une explosion de la création d'entreprises. Les Mozart auraient-ils réussi avec la Start-up Nation? Auraient-ils réussi à faire exploser le nombre d'entreprises comme... J'arrête. Bon, non, en fait, ils ont tout simplement coulé la France.
ils ont tout simplement coulé la France et on peut le voir de manière extrêmement claire. Regardez, 2021, hein, 411 milliers d'entreprises. Voilà. Et donc, premier trimestre 2025, 389 milliers d'entreprises. Vous voyez la différence qu'il y a entre ici et là? En fait, la création d'entreprises n'arrête pas de couler. Hein. Mais alors vous allez me dire, mais non, tu te trompes pas du tout, c'est la courbe bleue, il ne faut pas regarder la courbe rouge. Oui, mais la courbe rouge, c'est la courbe de la pilule rouge, c'est la courbe de la réalité, parce que ça c'est la courbe au mouton, ça. C'est la courbe de la pilule bleue. Pourquoi? Parce que là, vous avez y compris les micro-entrepreneurs. Pourtant, je ne comprends pas, c'est pas difficile à lire. Il y a marqué y compris les micro-entrepreneurs. Oui, mais les micro-entrepreneurs, ce ne sont pas du tout une entreprise. Ça n'a rien à voir, mais rien à voir avec une entreprise. Les micro-entrepreneurs ne sont juste que des sous-salariés. Jean-Luc Mélenchon a raison. Ce sont des sous-salariés, ce sont des gens qui sont sous-payés, ce sont des gens qui touchent moins de, selon l'INSEE, hein, ça faut regarder dans leur site, mais ils touchent moins de 700 à 800 euros par mois. Donc on ne va pas me dire que c'est une entreprise florissante. Les deux tiers sont dans ce cas-là. Hein. Ce sont des gens, ils sont sous-protégés socialement, ils ont une moindre sécurité sociale, ils ont un moindre chômage, ils ont une moindre retraite, voire probablement pas du tout en fait. Ils sont pieds et poings liés à la merci de l'entreprise qui les fait travailler parce que ils sont tellement... ils sont nécessairement avec des salaires qui sont tellement faibles en fait qu'ils n'ont aucun poids contre les entreprises qui les font travailler. Donc c'est un vrai sous-salariat. Hein. Et si vous voulez, comme sous-salariat en France, vous avez les alternants, en dessous vous avez les stagiaires, et à la fin vous avez les auto-entrepreneurs qui sont vraiment tout à fait, malheureusement, hein, moi je trouve, ce sont des gens courageux, mais malheureusement en termes de revenus, ce n'est pas du tout des entreprises, ce sont des sous-salariés. Donc si vous voulez, quand vous regardez ça, la courbe, elle est intéressante d'ailleurs, hein. Je ne rejette pas du tout cette courbe, mais il faut bien comprendre une chose. Beaucoup de gens ont adopté le statut d'auto-entrepreneur parce que c'était un statut intéressant. Donc merci à M. Novelli et à l'époque à Sarkozy qui avait mis ça en place. Mais c'était la première, c'est la seule peut-être réforme de droite qu'il y a eu en 50 ans quand même. Donc c'est quand même quelque chose d'assez fou. Hein. La seule réforme vraiment de droite en 50 ans. Hein. Et donc, au départ, les gens ont accueilli avec plaisir ce nouveau statut, puis l'économie allant normalement, vous avez eu un développement en parallèle des micro-entreprises avec les entreprises normales. Mais d'ailleurs, ça, c'est même pas des entreprises, ce ne sont pas des micro-entrepreneurs. On peut les appeler par exemple des indépendants. Voilà, appelez ça des indépendants sous-salariés. Et à mon avis, vous avez une bien meilleure appellation. Et puis tout d'un coup, on arrive à l'époque des Mozart de la finance, ici. Et tout d'un coup, on voit la ligne bleue exploser. Mais qu'est-ce que ça veut dire quand vous avez... Parce qu'il y a vraiment une vraie différence, hein. Il y a vraiment une explosion, effectivement, du nombre de micro-entrepreneurs, puisque les entreprises classiques stagnent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une explosion de micro-entrepreneurs payés moins de 700 ou 800 euros par mois, peut-être moins de 600, je ne me rappelle plus, pour les deux tiers d'entre eux, ça veut juste dire que vous avez une explosion de la précarisation des gens. En fait, il n'y a pas eu de start-up nation, hein. Il y a eu plutôt la précarisation nation. C'est plutôt ça, en fait. Ils se sont débrouillés, les Mozart de la finance, ceux qui sont toujours au pouvoir en 2025. Je veux dire, le RN, le LR, les macronistes, main dans la main, ils mènent la même politique. Il n'y en a pas un qui fait une motion de censure pour les virer, pour les remplacer, pour changer de politique. Donc ce sont des alliés politiques qui mènent la même politique économique et qui gèrent cette catastrophe-là. Ça, c'est une catastrophe. Parce que ça, ce ne sont pas des entreprises. Ce sont des gens qui sont dans la précarité. Dans cette période-là, l'INSEE révèle d'ailleurs que
la famine augmente en France. Vous avez un doublement des gens qui n'ont pas suffisamment de protéines dans leur repas. Les gens ont faim en France grâce au Mozart de la finance, hein. Donc, on a un pays en fait qui est vraiment... Alors, quand on regarde les chiffres officiels, évidemment, pour ceux qui gagnent bien leur vie et tout va bien, il n'y a pas de problème. Mais quand vous regardez les chiffres et puis quand vous regardez la réalité du terrain et de l'économie qui est en train de partir en sucette, hein, qui est en train de tomber dans le fond du gouffre, c'est une catastrophe. Mais ça ne va pas durer très longtemps, heureusement. Hein, ça ne va pas durer très longtemps. Ça va s'arrêter quand le FMI va demander des comptes à la France pour lui demander de réduire sa dette publique. Parce que vous comprenez bien, comment vous pouvez expliquer qu'une explosion de la dette publique pareille, pendant cette période-là, hein, il y a eu 1100 ou 1200 milliards d'euros qui ont été jetés par les fenêtres. Comment vous pouvez expliquer qu'avec autant d'argent jeté par les fenêtres, il puisse y avoir autant de précarité en France? C'est juste insupportable, c'est juste pas normal. Donc si vous voulez, c'est normal que la France, malheureusement, elle est dans une situation économique qui est pire que tous les pays voisins, que tous les pays développés, malheureusement. C'est terrible, c'est tragique, mais c'est vraiment le résultat de cette politique qui se continue encore à l'heure actuelle. Voilà, c'est tout. Voilà en fait le résultat où on en est. Et malheureusement, cette chose-là va se poursuivre peut-être encore jusqu'en 2027, pardon, parce que il y a une instabilité politique permanente. Il y a des combines, il y a des entre-soi, il y a etc. Mais est-ce que vous avez vu passer la moindre petite réforme, la moindre petite loi qui se chargeait de simplifier la vie des entreprises? Est-ce que vous avez vu ça? Quand il s'est agi de faire des économies, est-ce que l'État a fait des économies? Non. La première chose qu'ils ont pensé à faire, c'est couper MaPrimeRénov', qui était en fait une des rares mesures qui permettait à la construction de survivre en France. Donc on a affaire à des gens qui sont vous savez, c'est le fameux, les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Donc ils sont vraiment j'arrive même plus à trouver le mot tellement je trouve la situation est catastrophique. Cette courbe-là, c'est une courbe de la pauvreté, c'est l'augmentation de la précarité. C'est ça qu'elle veut dire, la courbe. La courbe, elle veut dire la politique qui a été menée a mené. Alors, donc, vous avez un double effet qui se coule qu'il faut comprendre, qu'il faut encore répéter. Hein. Vous avez le chômage. Si vous regardez les chiffres du chômage, vous allez vous apercevoir qu'ils stagnent en bas. Mais ils sont ici, là, c'est là, la montée des chiffres du chômage, elle est écrite là-dedans. Parce que le fait d'avoir des gens qui sont précarisés, je veux dire, d'avoir par exemple des gens qui sortent de l'école avec des bacs +5 et qui sont précarisés à la sortie de l'école, je veux dire, c'est écrit dans cette courbe, parce que ces gens-là, ils se mettent auto-entrepreneurs, ils s'imaginent pouvoir s'en sortir, hein, faire des efforts pour s'en sortir, mais ça ne marche pas, et ça ne peut pas marcher, parce que auto-entrepreneur, c'est juste être dépendant, c'est juste voilà, être victime. Hein. La seule manière, moi si j'avais un conseil à donner aux gens qui se mettent en auto-entrepreneur, mais purée, pourquoi vous vous mettez pas à plusieurs? Pourquoi vous vous mettez pas à 3 ou 5 pour créer une vraie entreprise et puis pour faire en sorte pour que votre énergie, vous la mettiez en commun pour créer quelque chose qui va vous faire gagner beaucoup d'argent. En restant seul comme micro ou auto-entrepreneur, vous êtes juste une matière première à exploiter sans pouvoir vous défendre et à l'avenir qui va être extrêmement sombre. Donc c'est vraiment pas une bonne idée. Ne vous faites pas berner par le truc de auto-entrepreneur. Utiliser ce statut de micro-entrepreneur, c'est très bien. Moi, j'aime bien le statut en lui-même, hein, parce que encore une fois, c'est la seule chose de droite qu'il y a eu depuis des dizaines d'années. Mais utilisez votre statut d'auto-entrepreneur
pour vous regrouper à 3, à 5, monter une entreprise, monter une structure, hein, essayer de vous répartir les coûts. Je veux dire, je ne sais pas, si vous avez 5 personnes qui font de la distribution, bah, profitez-en pour vous mettre à 5 ensemble, créer un petit site web, essayez de récupérer comme ça des clients, faites-les payer au fur et à mesure un peu plus cher pour augmenter vos marges et puis pour augmenter les prix que vous demandez. Je veux dire, il y a toujours des possibilités comme ça, mais mettez-vous à plusieurs, restez pas isolés. C'est le problème de ce statut. Le statut de micro-entrepreneur, il est très bien à partir du moment où vous comprenez que c'est juste la première marche, mais derrière, il faut évoluer avec plusieurs personnes. Sinon, bah, vous vous retrouvez dans une situation absolument catastrophique. Donc voilà la situation où en est la France bah, en cet été 2025. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer cet été, hein, je sais pas. Généralement, les mois d'août, il y a toujours des surprises, hein, le 1er août. D'ailleurs, il me semble qu'il va y avoir plus ou moins un budget dans une dizaine de jours. On va voir ce que ça va être. Mais moi, je peux vous dire que s'il n'y a pas beaucoup d'économies, si l'État ne fait pas des économies, euh, la situation de la France dans les trimestres qui vont venir va être désastreuse parce que l'État français, hein, l'organisme qui est l'État français, qui est un organisme isolé finalement du pays et de la société privée française, c'est un organisme à part, autonome, et qui est financé d'une part par les impôts, les taxes, les amendes, et de l'autre côté par la dette, justement, hein, cette fameuse dette publique, c'est ça qui finance, hein. Mais le jour où ce robinet de la dette publique va devenir beaucoup plus cher ou même éventuellement peut se fermer, à ce moment-là, bah, l'État va se retrouver aux abois. Donc, si vous ne voyez pas passer d'économies dans le budget qui va être présenté avant, d'après ce que j'ai compris, le 14 juillet, là, vous pouvez commencer à avoir peur sur la suite des événements. Le problème, c'est que je ne suis pas persuadé, en fait, que ils veuillent vraiment faire des économies parce que le problème, c'est que les économies sur ce budget de l'État, bah, c'est l'économie sur leur salaire, sur leur retraite, c'est l'économie sur les sièges à 40 000 euros pour un chef de je ne me rappelle plus quoi, c'est des déplacements, des comités Théodule aussi à je ne sais pas combien de milliers d'euros la journée, enfin je veux dire c'est une gabegie sans nom. Et bah, je ne suis pas persuadé, enfin bon, ensuite il faut voir, hein, mais voilà où en est la situation en France, et c'est vraiment une situation qui est abominable. Donc maintenant, je vous rappelle, hein, vous avez 2 chiffres à regarder. La création d'entreprise, ça c'est la vraie création d'entreprise, elle se casse la figure. C'est un drame et c'est dû en partie effectivement à la dette publique parce que quand vous avez une dette publique trop importante, eh ben, vous n'avez plus de crédit et à ce moment-là, bah, les entreprises n'ont plus de trésorerie et se cassent la figure. Et c'est exactement ce qui se passe là. Et pourquoi parallèlement vous avez une explosion du nombre d'auto-entrepreneurs? Bah, tout simplement parce que vous avez une augmentation de la précarité et ces chiffres-là devraient être dans les chiffres du chômage. Donc en fait, si vous voulez, à partir du moment où vous avez comme ça cette hausse, hein, bah, en fait, normalement, ça devrait correspondre. Il ne devrait pas y avoir cette hausse qui devrait être parallèle, en fait, comme ça l'était avant, hein, comme tout allait bien. Cette hausse, elle correspond à une hausse cachée des chiffres du chômage, tout simplement. Bah, c'est pas caché, c'est escamoté. C'est escamoté, parce que vous comprenez, là, en fait, il y a un double effet qui se coule avec ce chiffre-là, avec cette courbe bleue. Vous avez le premier effet qui se coule, c'est de dire à tout le monde « Oh, le nombre d'entreprises augmente en France, on crée beaucoup d'entreprises en France ». Ça, c'est le premier effet qui se coule. Le deuxième effet qui se coule, c'est oh, mais le chômage, il reste stable, ça va, l'économie française se porte très bien, il n'y a pas de problème, les chiffres du chômage sont extrêmement stables. Non, il y a une augmentation, il y a une explosion de la précarité. Ça, c'est le premier chiffre. Le deuxième chiffre, c'est les défaillances et les faillites d'entreprises sont en augmentation. Mais il ne faut pas oublier de compter les radiations, parce que les faillites et les défaillances d'entreprises, eh bien, il n'y a pas que ça qui fait que des entreprises sont fermées, que des gens se retrouvent au chômage.
et que le tissu économique en fait se dégrade de plus en plus. Vous avez un deuxième chiffre qui est effectivement les radiations, qui doit comprendre a priori les défaillances d'entreprise, hein, mais je veux dire, encore une fois, vous avez des radiations en bon ordre, c'est un peu comme à la guerre, hein, une retraite en bon ordre, et bien là c'est ce qui se passe pour les entreprises. Elles ont peut-être comment dire, mieux analysé leurs comptes, elles se sont aperçues que ça ne le ferait pas. Pour éviter d'avoir affaire à une faillite, eh bien, elles ferment avant que la situation s'envenime. Il y a pas mal d'entreprises qui sont dans cette situation, hein. Ils n'ont pas envie du tout de se retrouver en faillite. Donc voilà pourquoi la situation de l'économie française, au vu de ces chiffres-là, est juste... je vous dis, on a basculé dans le gouffre. L'économie du pays est en train d'y tomber. Et on va se réveiller, enfin les gens vont se réveiller avec des gros titres dans les journaux, dans la presse, hein. Quand vous allez commencer à avoir plan social à 10 000 personnes, là, on est à quelques centimètres du fond du gouffre, quoi, en fait. Et puis la pente, elle va être très, 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 très dure à relever, parce que le problème, si vous voulez, d'une crise, c'est que c'est pas seulement du chômage, c'est pas seulement des gens qui sont pauvres, des gens qui ont faim, des gens qui n'ont pas de travail, pas de toit, des divorces et encore pire. En fait, ce qui est terrible pour l'économie, si vous voulez, c'est toute la perte de qualité, toute la perte de productivité, le fait que l'économie devienne moins qualitative. Déjà, enfin, c'est un autre sujet, mais il faut bien voir une chose, hein. J'ai vu les résultats du baccalauréat. Ça fait longtemps que j'ai passé le bac, hein. J'ai vu les résultats du baccalauréat où il y a entre, je sais pas, 95 et 99% de taux de réussite. Excusez-moi, mais ça, c'est juste risible, quoi. Euh, Quand la qualité de la formation s'abaisse à un tel niveau, vraiment, c'est terrible pour les jeunes qui ont été sacrifiés de cette façon-là, quoi. Je veux dire, c'est absolument abominable. Et voilà, ça présage vraiment des lendemains qui vont être... Il y a un réveil en France qui va être très difficile. Le truc, c'est que, ça je le rappelle souvent, mais je pense que les expatriés devraient le faire plus souvent quand ils rencontrent des gens qui sont restés en France. Je veux dire, quand vous allez à l'étranger, vous vous apercevez de la différence. Je veux dire, il y a 30 ans, quand on allait à l'étranger, on voyait que la France était effectivement un des pays les plus riches et tout, il n'y avait pas de problème. Maintenant, 30 ans après, eh ben, c'est le contraire. C'est-à-dire que maintenant, on va dans beaucoup de pays, on s'aperçoit qu'en fait, c'est mieux qu'en France. Et là, le changement est vraiment, très marquant et très impressionnant, hein. À tel point que les gens se posent, les expatriés, hein, se posent de moins en moins la question de revenir définitivement en France à cause de ça précisément, parce que la situation s'est vraiment tellement dégradée. Et si vous voulez, toutes ces histoires de faillite d'entreprise, de chômage, etc., en fait, ne font que, comment dire, représenter quelque part la réalité du tissu économique et de la situation française telle qu'elle a été, gérée depuis 50 ans jusqu'à ce 4 juillet 2025, en fait. Je veux dire, et tous ceux qui ont pris part au gouvernement ou au soutien, comme à l'heure actuelle du gouvernement, hein, encore une fois, eh bien, sont responsables de cette situation. Il y a pas... Et puis bon, dans une plus large manière, ceux qui ont voté pour eux, hein, évidemment, hein. La bonne blague. Bah oui, quand même. Voilà, bah voilà. Donc c'est... Voilà, j'ai pas grand-chose d'autre à dire, hein, sur le truc. Les prochaines années vont être très dures. Ouais, très très dures. La chaîne, vous avez remarqué, hein, s'appelle Crise 2024. Je l'ai lancée en début 2024, donc il y a maintenant 1 an et demi, parce que je commençais à voir arriver de manière concrète dans les chiffres, en fait, les inquiétudes sur la trésorerie des entreprises. Vous pouvez reprendre les premières vidéos que j'ai fait sur la chaîne, hein. Je veux dire, je voyais arriver le problème sur la trésorerie des entreprises, les faillites des entreprises, etc.
À l'époque, c'était pas évident, mais il y avait des signes sur des indicateurs économiques qui montraient qu'il y avait vraiment un risque. Mais un an et demi après, en fait, je m'aperçois que effectivement, 2024 était un révélateur de la crise, où, où les gens qui avaient vraiment envie de prendre conscience en ont pris conscience. Et, et depuis début 2025, on commence à voir que la crise, elle s'attaque vraiment aux trésoreries et qu'elle dézingue les entreprises les unes après les autres, hein. Et la situation est lancée. D'après ce que j'ai vu, c'est pas compliqué, hein. Vous regardez les graphiques des crises précédentes, hein. La montée du chômage prend généralement entre 3 à 5 ans. Bon, voilà, vous allez avoir depuis 2025, hein, vous allez avoir 3 à 5 ans de montée du chômage, donc jusqu'en 2028 à 2030. Et après, éventuellement, les choses à ce moment-là commenceront à ne plus s'empirer et commenceront à redevenir dans un état normal. Maintenant, faut espérer que voilà, tout se passe bien en France jusque-là. Voilà, écoutez, je vous remercie et puis je vous souhaite une très bonne journée.